Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de techniques de créativité. Alors, on va parler, on va un petit peu introduire le sujet et puis on va parler de la pensée créative. Donc, qu'est-ce que c'est de penser de manière créative? Et ensuite, on va analyser différents types de processus de créativité. Voilà. Alors, j'aime bien commencer par une petite définition, hein. C'est un cours de technique de créativité, donc une technique, c'est un ensemble de procédés, de moyens pratiques, hein, donc ça se veut un cours pratique. Bon, c'est pas évident vu les conditions, en ligne, mais on va tenter de respecter, cet esprit-là. En tout cas, je vais essayer de vous montrer des manières de faire pour obtenir quoi? Beh, pour obtenir, des inventions, des idées, heu, voilà, des idées originales, hein, on va dire ça comme ça. Donc la créativité, c'est bien une capacité, une faculté d'invention, d'imagination, un pouvoir créateur. Alors, la première question à se poser, c'est, est-on créatif, de nature ou apprend-on, à le devenir? C'est peut-être, une bonne question à se poser et pour y répondre, d'habitude, je demande à mon auditoire, qui se pense créatif? Et nous, moi, j'enseigne à Bruxelles, donc il y a pas mal de gens créatifs là, mais en moyenne, seuls 2% de la population se trouve créatif, donc se désigne comme étant créatif. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de changer, hein, puisque, le but de ce cours, c'est de, vous rendre créatif et la première chose qu'on peut dire, c'est que la créativité, elle est innée, elle est naturelle. Hem, de nombreux créatifs ont remarqué que en fait, enfant, hein, enfant, on était quasiment tous créatifs et pour cause, la créativité finalement, c'est une manière, d'appréhender le monde, d'appréhender le changement, hein et donc quand on est enfant, on doit grandir, on doit changer, on est forcément créatif. Hein. Il se fait que, en vieillissant, certains, hein, le deviennent moins ou en tout cas, ils se disent qu'ils le sont moins, hein. Ce qui se passe, c'est que probablement que pour notre cerveau, hein, c'est plus facile d'automatiser des routines, hein. Donc, vous ne commencez pas à réfléchir, en levant votre tasse de café pour la porter à votre bouche, aux 40 manières de le faire. Pour votre cerveau, ce serait beaucoup plus, consommateur d'énergie de commencer à faire ça plutôt que de simplement automatiser le fait de prendre cette tasse et de la porter à la bouche, sans devoir y penser. Donc, du coup, votre cerveau peut être utilisé à autre chose, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais surtout, ça dépense beaucoup moins d'énergie, hein, en termes de création d'électricité dans vos neurones, hein. Donc voilà une première chose, hein. A-t-on besoin d'être créatif? On pourrait se dire, si on met en place les bonnes routines, on peut, continuer à fonctionner comme ça et on n'en aura pas forcément, hein, besoin, en tout cas pas tout le temps. Hem, Moi je pense pas comme ça. Moi je pense que la créativité, elle est essentielle et pour toute une série de raisons. Je vous en expose quelques-unes ici, mais elles ne sont pas exclusives. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est la créativité dans le monde des entreprises, hein on remarque que, finalement, aujourd'hui, détenir un certain savoir ou une certaine compétence, c'est devenu relativement banal. Alors bon, il faut pas non plus exagérer. Disons que c'est plus banal qu'auparavant. Auparavant, c'était difficile d'avoir de l'information, hein, et ceux qui détenaient l'information et certaines compétences étaient rares, hein, et donc étaient recherchés dans le monde du travail. Aujourd'hui, pour peu que vous soyez un peu doué et que vous recherchiez un petit peu sur internet, hem vous allez retrouver les informations dont vous avez besoin pour faire ceci ou pour faire cela, voir un bon petit tuto YouTube pour vous expliquer comment repasser votre chemise, comment faire un business plan, et cetera, hein. Donc ça devient de plus en plus banal. Là où vos compétences vont être rares, c'est face à un nouveau problème inconnu.
Alors là, vous aurez beau, hein, taper sur YouTube comment faire, puisque c'est un nouveau problème et qu'il est inconnu de tout le monde, et ben, ça, c'est vraiment une compétence clé qui va vous permettre de vous démarquer. Donc se différencier de manière personnelle, hein, dans l'entreprise, c'est pouvoir être créatif et innovant et d'autant plus que, en tant qu'entreprise, hein, beh, on sait, notamment que, pour dire les choses, totalement clairement, un Européen coûte plus cher que, pour 1 heure de travail que, dans d'autres pays du monde, hein, donc on a besoin aussi, nous, pour pouvoir continuer à créer de la valeur, de se différencier, hein, et donc d'être collectivement, heu créatif et innovant. Hem, oui, encore, un autre exemple, hein, p pour la gestion de conflits, hein, je vous ai mis un petit diagramme ici en bas à droite qui sont les différentes stratégies de gestion d'un conflit que vous auriez avec quelqu'un, hein. Vous êtes en haut à gauche là, hein, donc une personne, hein, et donc, le graphe, enfin la matrice permet de voir quels sont les différents types de stratégies, entre, voilà, je m'affirme, je prends soin de moi et je prends soin des autres, hein. Donc, verticalement, c'est au plus je suis haut, au plus je prends soin de moi et horizontalement, c'est, au plus je suis à droite, au plus je prends soin des autres. Bon, on va pas trop parler, de la domination, hein, bon, beh, il y a des manières de dominer, prendre soin de soi et puis écraser les autres. Ce ça bon, ça peut marcher à court terme, au moins c'est rapide, hein, enfin du moins si vous êtes le plus fort. Hem Si vous n'êtes pas le plus fort, vous pouvez toujours vous soumettre, en bas à droite, hein, aussi, ça fonctionne. Si vous êtes, carrément, paniqué, vous pouvez toujours éviter le conflit. Et puis il nous reste de manière, un peu plus saine, on va dire ça comme ça, hein, le compromis et la collaboration, donc qui permet d'avoir un juste milieu entre les différents intérêts autour de la table. Alors, la différence entre le compromis et la collaboration, finalement, est une différence de capacité créative. Le compromis, bon, ça demande du temps, c'est pas ça, hein, ça demande en tout cas de répertorier quelles sont les attentes de chacun et de voir comment est-ce qu'on peut, composer au mieux, hein. Mais le principe de compromis, c'est de couper la poire en 2. Ça veut dire que j'ai que la moitié de ce que je veux, hein, dans ce conflit, hein, et l'autre partie n'a que la moitié de ce qu'elle veut. Hem, ou les autres parties, hein. On est réputé en Belgique pour savoir faire des compromis entre les différentes, communautés linguistiques, hein. Bon, c'est pas mal, hein, c'est mieux que de dominer ou de se soumettre, hein. Ça permet de, hein, voilà, en politique de dire: «Ben, voilà, moi je fais une partie de mon programme, toi tu fais une partie de ton programme et puis au moins comme ça on arrive à fonctionner ensemble», hein, et on voit que ça met parfois du temps, hein, pour être discuté. Mais l'idéal, c'est d'arriver à, collaborer, hein, collaborer, et donc pour collaborer, il s'agit de prendre du temps pour trouver une solution qu'on n'avait peut-être pas imaginée au départ, mais qui finalement contente encore plus que le compromis les 2 parties. C'est pas évident à faire, hein, et beh, ce sont des capacités qu'on va essayer de travailler ici ensemble, de pouvoir, trouver individuellement, mais aussi collectivement, hein, des solutions auxquelles on n'avait pas pensé au départ et qui sont finalement dont le résultat finalement est encore meilleur que ce qu'on voulait au départ, hein. Ça c'est super. Voilà, allez, tout un programme, hein. Alors, quelques petites réflexions, histoire de nous motiver, hein, préjugés, rassemblés à droite et à gauche, autour, de la créativité, hein. Le premier, on vient d'en parler, la créativité est un don que seuls certains possèdent. Et ben, nous, ce qu'on va mettre sur la table, c'est que la créativité, ça pourrait être, c'est se développer, OK? Et que, enfin, que ça pourrait être, se développer, s'adapter à l'environnement, OK? Et que, on peut choisir, hein, volontairement d'entretenir des capacités à le faire, adéquatement. Voilà.
Ça, c'est ce que je vais vous proposer, c'est ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est essayer de détecter, hein, finalement, quelles sont ses capacités et de tenter de les entretenir, au mieux de nos compétences. Voilà. 2e préjugé, la créativité, c'est pour l'art ou c'est pour les artistes. Bah, moi, je pense qu'on peut tout faire de manière créative, hein, et que justement, aujourd'hui, le monde attend notre créativité. S'il y a bien une constante aujourd'hui, c'est le changement, et donc s'il y a bien une constante qu'on doit pouvoir développer dans notre comportement, c'est notre capacité à s'adapter à ce changement. La créativité, c'est le chaos, hein, je on va tenter en tout cas de structurer cette créativité. En tout cas, elle doit rester un petit peu chaotique, un petit peu flexible, on va dire ça comme ça, hein, pour pouvoir justement s'adapter, que la créativité s'adapte elle-même. Hem, on va tenter de détecter, certaines structures et voilà, je vais vous proposer en tout cas certaines manières certains paradigmes pour y chercher, pour y réfléchir. La créativité, c'est moins important que la logique ou que la mémoire ou d'autres formes d'intelligence. Hem, Ce que je vais vous proposer, c'est plutôt la créativité, c'est combiner judicieusement différentes formes d'intelligence, OK? Et pas toujours de la même manière, hein. Essayez de voir quelle est la meilleure combinaison des différents types d'intelligence qui vont nous permettre, d'arriver à des résultats innovants. Être créatif, c'est être génial, oui, enfin, c'est un préjugé, mais, on va dire qu'on est tous géniaux alors, hein. C'est ça la proposition que je vais faire, hein. Chacun sa créativité, chacun, sa manière d'être génial, et c'est justement ça qui est assez, positif parce que du coup, en combinant nos différentes manières d'être génial, et ben, on peut arriver à faire un groupe encore plus génial que chacune de ses parties. Voilà, aussi pas mal de choses sur la table donc. Eh ben, on va commencer, gentiment, hein, par une petite, présentation que j'ai piquée à quelqu'un d'autre, autour de la pensée créative. Hein. Voilà question, classique. Combien de carrés voyez-vous? Alors si on réfléchit pas trop et qu'on y va avec nos préjugés, hein, ben, on se rappelle, de nos petits cours de géométrie ou de mathématiques, qu'on a, eus, étant jeune et on va se dire: «Bah, un carré, c'est facile, hein, pour avoir la surface, je fais, 4 carrés fois 4 carrés, ça nous fait 16 carrés, hein, et si je les compte, il y en a bien 16. Je vois 16 carrés. OK, c'est un peu, alors on voit bien que c'est un peu réducteur, hein, et on pourrait, en réfléchissant, en se posant un petit peu, dire: «OK, il y a peut-être d'autres manières de réfléchir que celles qu'on m'a apprises», hein, et on peut, ces carrés, si je mets 4 carrés ensemble, ça fait encore un carré, hein, et donc si je vais, hein, comme on m'a appris, je vais de en haut à gauche en bas à droite, je vois un premier 4 carré, 2e 4 carré, un troisième 4 carré, un quatrième 4 carré. J'ai donc, en plus des 16 carrés, encore 4 carrés, 20 carrés. Très bien. Je me dis: «Ah, mais j'ai oublié celui au milieu aussi, hein». Oui, si je laisse tous ceux qui sont autour et que je prends juste, hein, celui qui est, au milieu, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais celui-là, OK. Ah, OK, ça avait fait 21, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. 21 et puis, je vais encore pousser un petit peu, je vais encore pousser un petit peu et je me dis: «Mais si je les rassemble 3 par 3, hein, je vais avoir, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça fait encore un carré et puis je vais en avoir un deuxième ici. Hop, 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 hop et puis alors fatalement encore un ici, hop, 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 un et un dernier ici, hop, hop, hop. Ah donc j'étais à 21, j'en rajoute 4, ça fait 25. Yes et puis je vais encore pousser un petit peu, je dis: «Ah ouais, mais je peux encore prendre, hein, le grand carré, hein, OK, ça fait 26, 26. Heu, bon, là, on a fini de faire des choses un petit peu, hein, logico-logiques. Après, on peut se dire: «Oui, mais bon,
Un carré, finalement, c'est quelque chose d'abstrait, hein. Donc, je pourrais, me mettre, à l'intersection ici et commencer à dire: «Voilà, entre ce point-là et ce point-là, je peux tracer une ligne. Entre ce point-là et ce point-là, je peux tracer une ligne et là, je peux tracer une ligne et puis là, ça fait encore un carré et donc je peux faire toutes les intersections comme ça et j'aurai encore chaque fois des carrés». Ah ouais, ça, c'est pas mal aussi, hein. Je les compte plus, hein, parce que ça commence à faire beaucoup. Et puis, je peux encore me dire, donc c'est encore un nombre fini de carrés, hein, et puis je peux encore me dire: «Oui, mais, là, je suis en train de regarder, quelque chose sur un écran. Sur un écran, il y a des pixels, les pixels sont des carrés». OK? Donc, là, j'en aurais vachement, vachement plus des carrés, hein, mais j'ai toujours un nombre fini de carrés. OK. Hem et puis après, si je suis vraiment créatif, hein, je regarde la question et je vois: «Combien de carrés voyez-vous?» La question ne dit pas: «Combien de carrés voyez-vous sur cet écran?» Hein, la question dit: «Combien de carrés voyez-vous?» Et alors je peux sortir mon regard de mon écran et chez moi j'ai du carrelage, ah bah, c'est chaque fois des carrés. Ah, regarder, dehors, avoir des meubles avec des carrés, j'ai des petits carrés dans mes rideaux, hein. Je peux aussi finalement décider qu'un carré n'est jamais que quelque chose, heu, qui relie 4 points d'une manière structurée et que finalement, si je dessine ce carré, je peux en dessiner autant que je veux autour de moi, hein. Et là, hem, j'approche un principe créatif. Donc, ce que je voudrais, montrer par cet exemple, c'est que, et ben, si vous sortez du cadre, hein, et que vous trouvez chaque fois un nouveau concept sur lequel vous pouvez rebondir pour avoir de plus en plus d'idées, hein, et ben, ça, c'est intéressant et ça, c'est une des sources de la pensée créative. Sortir du cadre, démultiplier, voilà. Voici, un deuxième exercice. Quel est l'intrus? Quel est l'intrus? Eh ben, si on réfléchit pas trop, hein, et qu'on dit ce qu'on nous a appris, on dit: «Bah, voilà, je vois des lettres, hein, il y a des consonnes, des voyelles et il y a qu'une voyelle, hein, donc c'est E l'intrus». Il y a voilà, c'est la bonne réponse, c'est bon, hein. Hem, OK, c'est la bonne réponse attendue par le professeur, hein, on va dire ça comme ça. C'est une bonne réponse aussi, hein. Mais si je vais plus loin, hein, on pourrait dire que, ben voilà, le L est la seule lettre où il y a 2 segments de droite. Le F est la seule lettre où il y a 3 segments de droite. Heu, le R est la seule lettre où il y a une courbe, OK? Et cetera et cetera. Et en fait, on remarque que si on réfléchit un petit peu, et ben, ils peuvent tous être un intrus, OK? Hein? Ici, le principe, c'est de se dire que, heu et ben, pousser au-delà de la première idée, hein. Souvent quand on demande, hein, typiquement, hein, quand on demande aux étudiants, «Vas-y, trouvez-nous un sujet de travail de fin d'études, un sujet de mémoire, d'épreuve intégrée». Ouais, ils réfléchissent et puis ils disent: «Ah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, première idée, faisons-la». OK, c'est bien cette première idée, mais poussez un peu plus loin. Il n'y a pas qu'une bonne réponse. OK? Il y a plusieurs bonnes réponses en général aux choses, hein. On a été un peu formaté au fait qu'il y avait une bonne réponse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'extrême majorité des cas, il y a plusieurs bonnes réponses et donc il s'agit de pousser un petit peu, hein, de s'élever d'un niveau d'abstraction afin de trouver plusieurs bonnes réponses. Il y en a plusieurs. Troisième petit exercice schématique, diviser ce carré en 4 parties égales en forme et en surface. Alors en général, quand on fait ça, notre esprit, il vient avec ce genre de truc en premier. Ou éventuellement ce genre de truc-là. OK? Une variante, hein. On préfère d'habitude relier les coins, ça vient plus automatiquement. Bon, si on pousse encore un petit peu, on pourrait arriver à ce type de résultat-là. OK? Bah, oui, ça c'est très, très logique, hein. Bah, effectivement, hein, il y a 4 parties, elles sont égales en forme et en surface. Hem, alors là, ça commence un petit peu coincé en général, hein, un petit peu coincé, il faut encore pousser un petit peu. Ah, si on est un petit peu astucieux, on peut arriver avec un truc comme ça, hein. Bah, ouais, il y a effectivement, hein, 4 triangles rectangles de même forme et de même surface.
Et bah, là, ça commence à caler. Là, ça commence à caler. On arrive un petit peu au bout de la logique et on se dit que, bah, 4 propositions, c'est déjà pas mal. 4 propositions, c'est effectivement, déjà pas mal. Mais ici, et quand on est en groupe, ça arrive souvent, hein, il y a un moment où il y a une personne qui a une petite idée. Ils se disent: «Ouais, mais si entre le premier et le deuxième, on peut arriver à décaler un petit peu, hein, la droite, hein, entre la première et la deuxième solution qu'on a montrée ici, hein, et ben, on va arriver à des drôles de formes, mais si on regarde bien, en fait, elles sont égales en forme et en surface. Et je voudrais m'arrêter un petit peu ici parce que là, il se passe quelque chose où notre cerveau passe d'une réalité où il pense qu'il y a un nombre fini de solutions à une réalité où il pense qu'il y a un nombre infini de solutions. Parce que si on pousse un petit peu le truc, on va pouvoir arriver à faire tourner, hein, encore de 1 degré, puis encore d'un degré en plus, et on va avoir chaque fois, hein, une forme différente. Alors vous me dites, oui, il y a 360 degrés, oui, mais on peut faire 360 et demi, ou virgule 1, ou virgule 2, ou puis virgule 25, hein, et finalement, on a déjà un nombre infini de solutions. Alors ça c'est impeccable pour la créativité. Parce que à partir du moment où il y a un nombre infini de solutions, eh ben vous êtes forcément, hein, vous en prenez une, vous êtes forcément créatif, hein, parce que l'infini c'est quelque chose, ok c'est d'abstrait, mais ça veut dire que chaque fois qu'on pioche, on va avoir quelque chose de potentiellement différent, hein. Donc ça c'est très bon pour venir avec des idées originales. Alors, on peut encore pousser un petit peu plus loin, hein, ne vous contentez pas d'un seul infini, on peut arriver à un deuxième infini, voire un troisième infini. Et là, on voit vraiment qu'il y a du potentiel, hein, pour avoir une solide série, hein, de propositions différentes à ce problème, hein. Donc, voilà, on en revient aux différentes composants de cette pensée créative, hein. Donc une pensée créative, c'est une pensée démultipliée, hein. C'est-à-dire que on va sortir du cadre pour essayer de rebondir sur des choses qui ont été proposées, hein. Donc, hein, par exemple, rassembler les carrés 2 par 2, puis les rassembler 3 par 3, puis prendre les intersections, et puis se dire que, eh ben, on peut regarder aussi dehors, quels sont les carrés, et puis se dire que finalement ces carrés, on peut les dessiner soi-même, ou on peut regarder les pixels, et cetera, et cetera. Donc c'est chaque fois, on sort du cadre dans lequel, hein, on élargit un petit peu le cadre dans lequel on réfléchit, et puis on rebondit sur un principe qu'on a énoncé pour, voilà, voir quelles sont toutes les occurrences de ce principe qui existent. Hem C'est une pensée, persévérante, une petite faute, désolé. Une pensée persévérante, hein, ça veut dire qu'on ne s'arrête pas à la première idée, hein, et que, heu, il y a un moment, il faut pousser, OK? C'est la première idée, elle est facile, elle est économe pour l'énergie de notre cerveau, hein, et quelque part, vous devez reconnaître, hein, ce petit moment de semi-confusion comme ça, et c'est: «OK, je vais pousser, et si je persévère, je vais trouver d'autres manières de faire», hein, OK? Elle est persévérante, hein, il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire, hein. Moi, je me répète souvent ça: «Il n'y a pas qu'une seule bonne manière de faire», OK? On va pousser pour essayer d'en trouver d'autres. Très bien. Ça va me demander de l'énergie, mais ça va arriver, hein. Et donc, c'est une pensée divergente et convergente, OK, hein. Et donc, c'est bien, hein, ça qu'on va essayer de montrer dans les processus qui suivent, hein. C'est que on va essayer à un certain moment de débloquer, de pousser, hein, donc de converger pour débloquer, enfin plutôt de diverger pour débloquer un verrou mental, et puis de converger pour essayer de trouver une nouvelle routine mentale pour aller arriver à plein de propositions différentes, hein, divergentes, convergentes. Voilà, hein, la pensée créative. Eh ben, parlons un petit peu, hein, de
des différents processus créatifs qui ont été proposés, hein, par différents, auteurs. Hem, alors c'est un petit peu, oui, moi c'est toujours un petit peu déroutant de se dire: «Ben voilà, on va faire un processus créatif». Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est que au-delà du fait qu'une absence de processus est déjà un processus en lui-même, hein, un peu philosophique, mais oui, hein, rien, c'est déjà quelque chose, hein. Et on peut réfléchir à ces différentes postures, hein, dont on a parlé par rapport à la créativité et à différentes possibilités pour les agencer. Finalement, c'est une manière créative de mettre une procédure sur la créativité, hein, et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Voilà. Hem Alors, j'ai un peu changé mes slides ici, hein, parce que, historiquement, on avait une autre manière de présenter les choses. Mais, je me suis pas mal renseigné sur les neurosciences et j'avais envie de présenter ça, d'une autre manière qui me semble plus adéquate, ici, hein. 2 modes de fonctionnement de notre cerveau, c'est un peu réducteur, mais ça permet de bien comprendre, hein. On a une phase dite de repos, un peu de confusion, hein, une phase où, on est en train de laisser gambader son esprit vers, ce qu'il a envie en fait, de rêver, et à la limite de penser à rien, heu, d'ouvrir son esprit à d'autres possibilités, de suivre son intuition et tout ça, hein. Donc ça, c'est ce mode de fonctionnement, hein, ça correspond à toute une série, hein, comment dire? D'hormones et de fonctionnement de neurotransmetteurs, hein. Si vous voulez un peu vous renseigner dessus, vous pouvez un peu suivre les neurosciences, c'est très sympa. Hem, mais donc voilà, ça c'est un mode de fonctionnement un des modes de fonctionnement de notre cerveau. Un 2e mode de fonctionnement, c'est une phase, hein, qui successivement, donne un chemin à emprunter pendant un certain temps pour atteindre un objectif choisi, hein. Et dans ce type de fonctionnement, on va raisonner, fonctionner scientifiquement, aller vers un objectif et se récompenser parce qu'on est sur le bon chemin, parce qu'on a atteint cet objectif ou qu'on a partiellement atteint cet objectif ou qu'on a trouvé une manière de reproduire, un comportement qui nous permettra à terme d'arriver à cet objectif, hein. Et tout ça, ça correspond aussi à un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs qui fonctionnent en nous, hein, et qui, voilà, nous donnent du courage pour aller vers un objectif et nous récompense, hein, nous fait sentir heureux de l'avoir atteint. Il se fait que en réfléchissant, être créatif, c'est les associer judicieusement ces 2 modes de fonctionnement, hein. Imagination, hein, donc ouverture d'esprit, hein, et c'est vraiment, si vous allez un petit peu, hein, vous focalisez sur votre cerveau, hein, vous pouvez sentir votre cerveau qui s'ouvre à d'autres, modèles de pensée, qui ouvre le cadre réellement. Et raisonnement, focalisation, hein, et si vous allez vous concentrer un petit peu sur votre cerveau, vous voyez que rap, il réduit son champ visuel sur une chose et une seule, et en poussant un petit peu, vous avez une espèce hein, de ce qu'on appelle le flow, hein, ça veut dire une concentration agréable sur quelque chose, hein, qui vous passionne comme ça, hein. Et ben, c'est ce qu'on va utiliser, hein, pour décrire, les processus créatifs. On va parler d'une phase dite divergente, hein, et donc, quand je parlerai de divergence, et ben, hein, vous aurez un petit point de repère vers la rêverie, la confusion, le repos, hein, et ça va nous permettre de balayer toutes les solutions possibles, hein, et une phase dite de convergence, et quand, hein, on dira convergence, vous savez que vous devez vous focaliser sur des choses un peu plus réduites, hein, diminuer votre champ et vous concentrer dessus à fond pour aller profondément, hein, si vous voulez, dans la réflexion autour d'un sujet précis. Voilà, hein, et donc,
Typiquement, hein, on va avoir un aller-retour entre ces 2-là, hein, et on a un 1er processus qui sera, hein, poser le problème, hein, et ça évidemment vous vous concentrez sur le problème. Phase de divergence, pour aller, hein, voir, pouvoir concevoir si possible une infinité de manières de résoudre ce problème. Et puis phase de jugement pour sélectionner, hem, quelles sont les manières les plus adéquates de résoudre le problème. Et innovation, ça c'est le pousser dans la réalité. Voilà, hein. Pour, représenter ces 4 premières phases de base, si vous voulez, hein, de notre fonctionnement créatif, hein, on peut faire appel à 4 personnages du créatif. Moi j'aime bien parce que je suis quelqu'un de visuel, hein, et alors, quand on me met des petits chapeaux comme ça, je retiens tout de suite de quoi il s'agit, hein. Et donc, le, le 1er personnage, hein, celui qui est chargé de poser le problème, eh ben, c'est un explorateur, hein. Il a un chapeau de colonial là, hein, et il va chercher, observer, scruter, découvrir, hein, pour récolter tous ces problèmes. Heu, mais il faut aussi sortir des sentiers battus pour pouvoir faire ça, hein. Récolter des informations aussi diversifiées que possible, hein, en sortant de ses habitudes. Hein, bon, on le verra par après, chercher au même endroit que tout le monde, beh, ça vous allez pas trouver des trucs originaux, hein, donc il faut essayer de chercher ailleurs aussi. Ensuite, on aura l'artiste, hein. L'artiste qui va expérimenter, imaginer, des nouvelles manières de faire. Alors là, typiquement, l'artiste, hein, beh, celui-là, il va être divergent. OK. Ça doit enfin, dans cette phase-là, il faut pouvoir rêver. Alors, attention que vous avez des différents personnages ici, beh, ça peut être, hein, on peut travailler en équipe et chacun se charge d'une chose, mais idéalement, vous devez pouvoir passer d'un personnage à l'autre, hein, mais il faut comprendre que c'est pas le même état mental qu'on va rechercher. Hein. Donc l'état mental de l'artiste, bah, il va être intuitif, il va essayer, hein, de faire claquer des verrous, hein, pour pouvoir accéder à une nouvelle réalité et venir avec plein d'idées différentes. Voilà, hein, éviter les habitudes dans ce cas-là et être dans une phase de bien-être, intellectuel. Le juge, il va aussi, finalement avoir un objectif. L'objectif, ça va être, évaluer chacune des idées et puis finalement décider, hein, de la lesquelles sont à garder et lesquelles on va mettre de côté. Heu, et finalement, vous devez en prendre une, hein, et il y a un moment, il y a une décision qui doit être faite, hein, et comme maintenant on le sait, il n'y a pas qu'une seule bonne solution, hein, il y en a plusieurs, beh, il faut prendre un parti pris. Il dit: «Ben, on va commencer par celle-là heu, parce que c'est celle qui a le plus de chances de réussir ou c'est celle qui me paraît la plus originale et qui donc donne le plus de chances de se différencier efficacement, etc., etc.» Ah donc suivant un certain nombre de critères, hein, il va choisir. Et puis le concurrent, excusez-moi, le conquérant, hein, le conquérant, il est vraiment, hein, dans quelque chose, dans de l'innovation pure, c'est-à-dire que on va faire passer, l'idée sélectionnée, hein, par le juge, de ce monde abstrait des idées à ce monde concret des actions. Et finalement, il y a que ça qui compte, hein. Il y a que ce qu'on fait, le reste c'est de la branlette intellectuelle, il y a que ce qu'on fait dans la réalité qui compte, hein, donc on a vraiment besoin de ce conquérant, il faut pas l'oublier, hein. Souvent on pense le créatif comme quelqu'un, puis qui a juste des idées, puis mais avoir une idée, c'est rien, avoir une idée, hein. Ce qui compte, c'est de le faire dans la réalité. Voilà, et pour ça, on a besoin d'un conquérant et le conquérant, il a un casque, ça c'est important aussi, hein, parce que une fois qu'on a choisi l'idée qu'on allait faire, hem et ben là, il faut se focaliser sur cette idée-là, hein. Et vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous dire: «Ouais, mais c'est pas la bonne idée que tu es en train de travailler, moi j'ai une autre hypothèse» et
C'est vrai qu'il y a d'autres hypothèses qu'on peut travailler, mais voilà, il faut avoir le casque pour pouvoir dire: «Eh ben, si tu veux travailler l'autre hypothèse toi-même, vas-y, mets ton casque et travaille celle-là, mais moi j'ai choisi l'hypothèse que j'allais travailler et je vais la pousser jusqu'au bout, quoi qu'on me dise», hein. Il faut se protéger contre, à ce moment-là, hein, les autres peuvent être influencés et peuvent encore diverger. On est dans le monde des idées, on peut encore, voir des tas de choses. Mais dès le moment où vous avez décidé de le mettre dans la vie concrète, il faut se mettre un casque et se dire: «Voilà, on y va, on fonce», quoi. Hein, c'est pour ça que ce conquérant, il a un casque. Très, très bien. Alors, autre, processus, documenté il y a déjà bien longtemps, hein, il y a plus de 100 ans, hein, le rythme créatif individuel, hein, et on voit que, on retrouve cet aller-retour, hein, entre des états, de focalisation et des états de repos. Ici, on en parlait plus en termes de conscient et d'inconscient, hein, mais pour moi, on parle de la même chose. On avait c'était juste moins documenté à cette époque-là, hein, donc voilà, on utilisait des mots simples. Et puis finalement, ces mots simples, ils sont très bien aussi, hein. Parfois, c'est mieux même de raconter les choses simplement, hein. Donc là, c'est un rythme en 4 étapes, hein, avec, une première étape dite, d'imprégnation, hein, chercher, voir qu'on ne trouve pas tout à fait ce qu'on veut, hein, définir ce problème, rassembler les informations. On est dans une dynamique, d'exploration ici, hein. Et puis là, il y a un parti pris qui est fait, hein, l'incubation, donc ça va être une manière de diverger. Ah, ne vous braquez pas sur cette manière de diverger, on va en voir d'autres, hein, des manières de diverger, peut-être des manières, plus conscientes aussi de diverger, hein, mais ici, on nous propose une manière inconsciente de diverger, hein, c'est la sieste, c'est, la douche, c'est, la promenade. En fait, vous faites autre chose et vous pensez un peu à rien. C'est ça le but, OK? C'est d'arriver à aller voir ce que votre inconscient vous propose face à, votre problème pour lequel vous avez séché. Et en fait, hein, on est souvent, assez focalisé sur notre conscient et ce qu'on a, directement à notre portée dans notre cerveau, mais il faut bien comprendre que notre cerveau, il enregistre quasiment tout, hein, mais il enregistre, vous n'avez pas accès à tout, au moment T, hein. Donc il faut lui permettre, hein, en allant chercher dans vos vieux souvenirs, hein, il faut lui permettre de réaccéder à ces souvenirs qui seront, parfois un peu, il y a certains détails qui vont partir, mais c'est pas grave, il y a énormément de choses au fond de votre cerveau, hein. Et donc, le fait de cesser de penser, hein, va pouvoir laisser la place dans votre cerveau pour pour aller illuminer, hein, ces vieilles choses. Et donc cette illumination, hein, c'est cette 3e, cette 3e étape, c'est le eureka, hein. C'est le moment où votre inconscient arrive à envoyer un stimuli électrique vers votre conscient, OK? Et bam! Ça s'illumine dans votre cerveau. Yes, j'ai une solution ou une manière de trouver de multiples solutions, hein. Et voilà, 4e étape, on repasse à: «J'ai un but, j'ai une manière d'y arriver et je sais combien de temps je vais y consacrer, et voilà, quand je suis dessus, je me récompense, c'est cool. Quand j'y suis arrivé, je me récompense, c'est cool. Quand j'ai raté, je dis: "Je prends, les raisons pour lesquelles j'ai raté et je note ça dans une meilleure manière de faire pour la prochaine fois, et yes, c'est cool, j'ai réussi quelque chose"». OK? Et donc ça, notre cerveau, il va bien aimer, hein, fonctionner avec cet aller-retour, hein. C'est honnêtement, quand vous voyez, hein, moi je traîne parfois de temps en temps sur YouTube, hein, et je vois tous ces trucs de réalisation personnelle, et ben, honnêtement, hein, en 1926, hein, ce Wallace, hein, il avait déjà, pas mal, hein, trouvé de comment y accéder à toutes ces choses-là. Voilà, voilà. Hem, ouais, allez, je l'aime bien celle-là, hein. Se donner le temps d'avoir des idées. Hem, on est souvent sous pression, en fait, dans notre vie moderne. Moi-même, je le suis aussi, hein. On oublie qu'il faut se donner le temps finalement
pour aller, chercher et formuler convenablement quel est le réel problème, hein. C'est même finalement des fondements assez philosophiques qui font que quel est le vrai problème, hein? Et donc j'aime bien cette citation, on l'a attribuée à Albert Einstein, mais je suis même pas sûr que ce soit lui qui l'ait dite, hein: «Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et même un problème dont ma vie dépende, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution». OK? C'est ça. Finalement, ce qui prend du temps, hein, c'est d'arriver à déterminer convenablement quel est mon problème et aller chercher, hein, dans son inconscient l'infinité de manières de formuler ce problème. Heu, Si un problème est bien formulé, eh ben, en général, sa solution, découle assez rapidement. Voilà, voilà. Hem, oui, autre manière relativement, ancienne, d'imaginer la créativité, hein, c'est sous un mot un peu barbare qui s'appelle la sérendipité, hein, et ici, il s'agit réellement voilà, de se dire qu'il ne faut pas s'enfoncer dans sa routine, hein. Hem, on a parfois l'impression qu'on tombe sur une idée par hasard, hein, mais en fait, derrière ça, il y a un état d'esprit d'observation, voilà, hein. Et finalement un juste milieu entre, est-ce qu'il s'agit de diverger ou est-ce qu'il s'agit de converger? Est-ce qu'il s'agit d'observer les choses de manière large ou est-ce qu'il s'agit d'observer les choses de manière précise? Et sur quel point précis est-ce que je vais me mettre, hein? Et donc, vous faites des allers-retours comme ça, et puis de temps en temps, il y a aussi un état d'esprit qui dit que, eh ben là, j'ai trouvé un truc qui paraît intéressant, alors que j'étais en train de faire complètement autre chose. OK? Et il faut c'est OK, hein, c'est OK de passer sur cette chose-là et de se dire, «Bah, ça, je vais le travailler, hein, on verra, comment est-ce qu'on peut gérer ça plus tard. Ah, mais ça, je vais le travailler», alors qu'à l'origine, je le cherchais pas. Voilà, hein. Donc ça, c'est la sérendipité, hein. Accueillir des idées insolites et non prévues initialement et détecter leur valeur intrinsèque. OK, c'est quelque chose auquel, hein, il peut être utile de préparer, son cerveau. Voilà. Alors, bon, je vous ai présenté une structure relativement simple, sous forme, de 4 personnages du créatif: explorateur, artiste, juge, conquérant. Hem, c'est le minimum à retenir, hein, voilà, j'aime bien ces 4 personnages, je les trouve très visuels, hein, c'est genre, le couteau suisse que j'ai dans la poche, dans mon conscient, je ouais, voilà, c'est facile à retenir par cœur, c'est visuel, c'est super, hein. Hem, il y en a un autre que j'aime bien et bah, quitte à structurer les choses, je trouve que ça nous donne pas mal d'idées, hein, sur des choses à retenir par rapport à la créativité, hein, c'est le looping créatif. Je vous l'ai mis, ici. Hem, je l'aime assez bien, hein, ce looping créatif parce que, il nous faut penser à plusieurs choses, hein. Point de départ, savoir poser un problème, savoir s'imprégner des différentes composantes de ce problème, savoir le reformuler, hein. J'aime bien parce qu'il présente ici un croisement, donc il y a quand même une première notion de choix, OK, hein. Vous pouvez continuer à tourner ou vous pouvez, donc il y a toujours un choix qui peut être fait, hein. Est-ce que je continue à «me reposer», hein, entre guillemets? Est-ce que je continue à me focaliser de manière large sur les choses, à laisser les intuitions venir? Ou est-ce que je prends quelque chose et que je me concentre dessus? OK? Ça, c'est un choix qui peut être fait à intervalles réguliers, hein. C'est le choix de la créativité. OK, hein? Hem J'aime bien aussi ce principe de purge, hein, OK. Et ben, les idées qui viennent toutes seules, et ben, on va les allonger sur le papier. On va dire: «OK, celles-là, je les ai, hein, mais si je veux être créatif, il faut encore que j'en trouve d'autres».
OK? Donc ça, c'est le principe de la purge. C'est de se dire: «Voilà, hop, je lâche toutes mes idées qui viennent toutes seules», parce que de toute façon, celles-là, ces idées qui viennent toutes seules, beh, tout le monde les aura, hein, tout le monde les aura. Je les lâche sur le papier et puis alors, je pousse encore plus loin, je vais encore diverger, hein, avoir de la créativité et converger pour aller rassembler d'autres idées, hein, avec des techniques complètement délirantes que les autres n'utiliseront pas, hein, et je vais essayer de les ramener à mon problème et de les faire fonctionner avec mon problème. OK? Hein, et donc ça, je le fais autant de fois que je veux. Très bien. Et puis, on a l'évaluation pour notre juge, hein, on a déjà expliqué, hein, rassembler toutes les possibilités, des critères, hein, pour choisir la meilleure, hein, ça peut être un critère intuitif aussi, hein, mais voilà. Et puis, l'innovation, hein, et ça j'en ai déjà bien parlé, mettre son casque et arriver à concrétiser ses idées, hein. Sans ça, tout ce qui précède n'a pas de sens. Voilà. Autre processus, de commenter aussi, hein, il y a un petit bout de temps, hein, Alex Osborne en 1939, Creative Problem Solving, hem, aussi, hein, beaucoup plus, détaillé. Je vais pas rentrer dans chacune, des étapes, hein, bon, il y a suffisamment de documentation à votre disposition pour aller là-dedans. Ce que j'aime bien, en tout cas l'approche, d'Osborne, c'est qu'il nous explique bien qu'à chacune des 8 étapes qu'il décrit là, je vais diverger et converger. Et donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous parce que ça va nous permettre finalement d'établir notre propre processus selon une base créative. C'est-à-dire que je détermine un certain nombre d'étapes. OK, hein, et à chaque étape, je vais finalement essayer d'aller chercher toutes les bonnes manières de faire cette étape et puis sélectionner celle que je vais utiliser, celle que je vais tester, hein, l'hypothèse, hein, que je vais confronter à la réalité. Je vais la sélectionner et je le fais. OK? Et donc on voit qu'en procédant de la sorte, eh ben, notre processus créatif, il va lui-même s'adapter à la réalité actuelle. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est une démarche qui est à la fois structurée et à la fois créative, hein, et c'est celle-là qu'on va essayer d'atteindre. Hem, Voici la meilleure manière, hein, que j'aurais de représenter, hein, cet aller-retour. Ici, j'ai mis créativité, innovation. On aurait pu mettre, divergence, convergence. On aurait pu mettre, aussi, focalisation large, focalisation précise. OK, tout ça, ça veut dire la même chose, hein. C'est, voilà, un aller-retour et à chaque fois que vous arrivez à l'intersection des 2 roues là, vous pouvez choisir entre, vous focaliser sur quelque chose de précis et évidemment, quelle est la chose précise sur laquelle vous allez vous focaliser ou, hein, passer à la créativité et dire: «Non, non, je vais aller large, je vais aller plus loin, je vais sortir du cadre, je vais démultiplier, je vais», hein, et à ce moment-là, arriver à débloquer des verrous et à venir avec plein d'autres choses, parfois un peu folles, mais c'est pas grave, hein, en retournant vers une focalisation précise, vous allez pouvoir faire le tri entre ce qui est réellement fou et ce qui finalement ne l'est pas autant que ça, hein. Rappelez-vous que souvent notre perception de la folie est finalement une incompréhension du paradigme utilisé par l'autre personne, hein, de la manière de voir les choses de l'autre personne, hein. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, hein. N'ayez pas peur de votre folie, hein. Il pourrait s'avérer que vous soyez pas fou, mais visionnaire. Très, très bien. OK, on a encore un petit peu le temps pour les 6 chapeaux de la réflexion, hein. C'est un auteur un peu plus récent, hein, Édouard de Bonneau, hein, bon, qui nous propose aussi, son processus qui a aussi, l'avantage d'être, adaptatif, hein, et finalement, il nous propose 6 points de focalisation. C'est ça, hein. Il les représente par des petits chapeaux de couleurs différentes, hein, ça c'est pour le moyen mémotechnique, hein, mais le principe est là, hein. Il dit voilà, le secret de la créativité, c'est d'arriver
à se concentrer sur un aspect des choses et puis à en revenir, hein, revenir de cet aspect des choses. OK. Alors, on a d'abord le chapeau blanc. Le chapeau blanc, c'est blanc comme une feuille de papier. Une feuille de papier vide, hein, qu'il s'agit de remplir avec des informations qu'on va rechercher. On va se poser des questions du type de quelle information disposons-nous, quelle information fait défaut, et où est-ce qu'on va trouver ces informations qui font défaut. Très bien. On va à ce moment-ci mettre de côté les propositions, ok? Hein. Donc ça, c'est le danger qu'Edouard de Bono, hein, nous dit, c'est que au moment d'explorer, on a des premières idées. Ces premières idées sont globalement souvent simplistes et pas originales. Alors, si vraiment elles occupent trop votre esprit, mettez-les sur une feuille de papier et puis continuez, hein, avec ce chapeau blanc à rechercher vos informations, rechercher d'où elles pourraient venir et comment les chercher. Très bien. Donc ça, c'est le chapeau blanc, blanc comme une feuille de papier à remplir. On a aussi le chapeau rouge, rouge comme l'amour, rouge comme le feu, rouge comme les sentiments, les émotions, l'intuition. Euh, Ici, il s'agit de voir ce que quelque chose nous inspire, quelle est la conviction intuitive qu'on a que ça va fonctionner ou que ça ne va pas fonctionner. Euh, est-ce qu'on aime la chose comme ça, de but hein, au pied du mur? Ouais, on aime bien ou on n'aime pas? Hein. Voilà, hein, des messages que nous donne ce chapeau rouge. Euh, Finalement, le chapeau rouge, c'est laisser parler notre inconscient. C'est aller voir au fond de nous, est-ce qu'on le sent ou est-ce qu'on le sent pas? OK, hein, et n'oubliez pas, hein, qu'il y a une espèce de dialogue qui doit se faire entre notre inconscient et notre conscient, et le chapeau rouge, c'est simplement aller porter, hein, son point d'attention, se focaliser précisément sur, hein, ce qu'on a dans le ventre, quoi, hein. On a un cerveau dans le ventre aussi, il faut pas l'oublier, hein, c'est un cerveau, inconscient, mais il nous donne des messages, hein, on a parfois le ventre tordu face à certaines choses, on a parfois, hein, une énergie dingue qui nous pousse depuis le ventre pour faire certaines choses. Eh ben, acceptons ça et soyons capables de l'écouter, hein. Et pour pouvoir écouter ça et se focaliser là-dessus, hein, on va mettre notre chapeau rouge. Alors, c'est quelque chose qui est un peu tabou, hein, dans le monde du travail, en tout cas ici en Occident, en Belgique pour faire court. Euh, mais voilà, il faut parfois savoir un petit peu le présenter de manière pas trop hippie pour que ça fonctionne. Hein, je veux dire, tiens, hein, on va y réfléchir un petit peu et puis hein, laisser le vague. Souvent, en fait, si on est capable de bien contrôler son attention et de le diriger en gros à l'intérieur de son corps pour voir un peu ce qui s'y passe, et ben tout de suite, ça peut être assez rapide en fait, hein, comme processus. Quelques secondes suffisent. Bon, certains sont plus lents, mais du fait que c'est tabou aussi, c'est souvent plus difficile d'aller chercher ça. Le chapeau noir, ah ça c'est un chapeau par contre qu'on aime beaucoup, hein, dû à notre amour de la dialectique et de la critique. C'est le chapeau, hein, noir comme la toge du juge, hein, ou du Zwarte Piet qui punit, hein, circoncision, excusez-moi, circonception, euh, euh, jugement, critique, négativité, risque, ok? Pensez à tout ça. Menace, voilà, ça, c'est le chapeau noir, c'est le gros nuage noir avec l'éclair qui va potentiellement sortir et tout raser, hein. Et donc, on va se focaliser sur tout ce qui peut foirer. Ok, la réglementation qui nous autorise pas à faire quelque chose, hein, nos faiblesses,
qui vont faire qu'on risque de trébucher, les menaces, de l'environnement, hein, hem, voilà, hein, et on y va quoi. Ba 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 bap, hein. Ça, oh, c'est intéressant, hein, il faut faire le tour des risques, hein, des menaces, de nos faiblesses et tout ça, hein. Bon, le problème du chapeau noir, c'est qu'il est un peu démoralisant, hein, et qu'on a quand même une motivation, de laquelle il faut prendre soin, hein, et chaque fois qu'on va aller mettre de la négativité, eh ben, ça va diminuer un peu notre niveau d'énergie, hein. Hem Bah, enfin, en tout cas, c'est un effet assez, courant. Donc il faut faire attention au moment où on utilise ce chapeau. De Alors, ce qu'il faut absolument éviter, c'est de l'utiliser au moment où, on est avec un autre chapeau, hein, où on est en train d'essayer d'explorer des nouvelles idées. Parce que mettre de la excusez-moi, mettre de la critique va tuer la créativité. OK, elle va nous donner moins d'énergie et comme on a moins d'énergie et que la créativité demande de l'énergie, et ben, finalement, on va tuer notre créativité. Hem, il n'en est pas pour le moins utile, hein, mais c'est souvent quelque chose qu'on va utiliser à la fin, hein, du processus avec le juge utilise volontiers ce chapeau noir, hein, il doit faire le tour de tous les risques, de toutes les critiques et tout ça, hein, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut pas s'arrêter là et il faut, hein, ce qu'on appelle, heu, mitiger ces risques, hein, ces critiques. C'est-à-dire faire des propositions qui pourraient arriver à fonctionner quand même avec ces risques. Voilà, hein, ou compenser ces risques, et cetera, hein. Mais bon, ça, vous le faites pas avec le chapeau noir. Donc quand vous mettez votre chapeau noir, bam, 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 risque, 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 risque. Et bon, ben voilà, hein, n'hésitez pas à sortir votre langue de vipère, c'est le bon moment, quoi. Voilà. Le chapeau jaune, beh, c'est le contraire, hein. Le chapeau jaune, c'est, l'optimisme, la vision des faits positifs. Qu'est-ce qui est, un peu fou, mais ouais, ça va le faire. Voilà. Quels sont tous les bénéfices positifs, hein? Hem Ici, il s'agit d'aller récolter tous les avantages, tous vos forces, hein. Alors ça, par contre, c'est un chapeau qui va vous gonfler à bloc, hein. Voilà, vous vous focalisez sur tout ce qui va bien, sur tout ce que, vous savez faire de positif, hein, quelles sont les conditions dans lesquelles ça pourrait marcher, hem, et cetera, et cetera. Hem, alors oui, c'est moins automatique que de critiquer, OK? Il y a toute une philosophie qui a assez bien utilisé ça, hein, une philosophie de positiviste, si vous voulez, hein, arrosé de positif. Et ben, le chapeau jaune, c'est ça, c'est arrosé de positif. On y va, bram, on est grand, on est beau, on est fort et il y a plein d'opportunités dans l'environnement. Ça, c'est positif, quoi, hein. Du coup, vous allez vous obstiner sur les choses et vous allez même aller rechercher des bénéfices qui sont peut-être pas, visibles au 1er regard et ça, c'est aussi important, hein, d'aller, pouvoir anticiper des bénéfices que les autres ne voient pas. Parce que ça va vous donner de l'énergie à faire des choses que les autres ne vont pas faire, hein. Bon, ça doit néanmoins, hein, cet effet positif résulter d'une démarche logique. Le chapeau vert, eh ben ça, c'est le chapeau typique de la divergence, de la pensée créative, des idées nouvelles, des solutions alternatives, des possibilités, des hypothèses, hein, ben voilà, à utiliser sans modération quand vous avez besoin d'idées nouvelles, hein, quand vous êtes un peu bloqué hein, vous avez l'impression de buter contre le mur de manière répétitive, hein, ben voilà, hein, on a vu une première manière de le faire avec une focalisation large, hein, en se relaxant bien et en laissant son cerveau, hein, un peu aller chercher les choses dans son inconscient. Il y a d'autres manières de le faire, hein, on va les travailler, hein. Euh, voilà, hein, mais le fait d'utiliser le chapeau vert, c'est dit, ok, maintenant, hein, je vais mettre tout de côté. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux de nombreuses solutions possibles, hein. Je vais aller chercher
toutes les bonnes solutions. Et les mauvaises aussi, on s'en fout d'ailleurs. Hein, avec le chapeau vert, on s'en fout. On veut les bonnes et les mauvaises. On veut tout brosser, quoi. Voilà. On sait que ça demande un peu de temps et donc ça permet de prendre le temps. Hein. Donc ces chapeaux verts, bon, certains aiment bien la nature. Moi, j'aime bien l'image du haricot magique, hein, de Jack. Hein. Quand vous plantez votre haricot magique, eh ben, il va, il va aller vous porter jusqu'au-delà des nuages. Hein. Et ça, j'aime bien comme image, hein, parce que les nuages, pour moi, représentent un espèce de verrou mental. Et au-delà de ce verrou mental, ben, il y a encore plein de choses à aller chercher, quoi. Une infinité de solutions. Voilà le chapeau vert. Le chapeau bleu, bleu comme un hélicoptère, parce que c'est le chapeau de la vue hélicoptère du processus général. Hein, c'est un chapeau qu'on va utiliser à intervalles réguliers, hein, en tout cas au début et à la fin de notre processus créatif pour ben voilà, mettre en place l'ordre du jour, décider hein, quelle est l'étape suivante, mais aussi à la fin pour aller chercher la conclusion. euh, pour aller chercher un... finalement, le chapeau bleu, pour moi, est un chapeau qui a une certaine routine. Voilà. C'est une structure qui me permet de ne pas oublier une partie hein, de ce qui est important. Ok. Probablement la partie rigide du processus créatif. Ok. Et c'est là. Alors, vous pouvez vous imposer la rigidité que vous voulez. C'est-à-dire que hein, moi je vous ai proposé plusieurs processus là, hein, ils ont chacun leurs avantages, leurs inconvénients, hein, et il y en a d'autres, hein, je vous en ai présenté quelques-uns, il y en a d'autres qui sont proposés par d'autres auteurs. Euh, et ben moi je trouve ça pas mal, quitte à en changer, hein, mais de se dire, ben voilà, hein, on va prendre ce processus-là, et ça c'est la partie rigide de ce qu'on va faire. Et à l'intérieur de ça, on va pouvoir hein, divaguer et passer d'une chose à l'autre, être adaptatif. Mais le fait de s'imposer cette structure-là, eh ben, ça va hein, nous permettre, premièrement, de savoir quelle est la prochaine étape. Hein, parfois, si on est complètement confus, on est un peu perdu, et ben hop, hop, on se remet au chapeau bleu. Hein, quand on voit que c'est plus efficace, hop, au chapeau bleu. Bon, c'est quoi que je fais maintenant? Ok. Hein, ça va aussi nous permettre de voir à quel point cette structure a été efficace. Et donc, ça va permettre aussi de rassembler hein, nos apprentissages. Hein. Il faut savoir que quand on essaye de s'adapter à quelque chose de nouveau, hein, d'être créatif, d'être innovant, eh ben, on se plante forcément. Euh, je veux dire, c'est presque un sport de se planter. Hein, mais se planter en soi-même n'a pas d'intérêt si vous n'avez pas un chapeau bleu qui est là pour hein, structurer votre plantage et dire, ok, là j'ai buté sur ce caillou-là parce que j'ai pas levé mon pied assez haut, hein, et donc je note pour la prochaine fois, quand je passe à côté du caillou X, lever mon pied un peu plus haut. Point. Hein, et donc ça, si vous arrivez à structurer ça comme ça, eh ben, ça vous permet de, tout en étant créatif et innovant, de pouvoir structurer quelque chose qui va vous permettre de progresser. Chapeau bleu donc. Voilà les 6 chapeaux de la réflexion d'Édouard de Bono. Hein. Donc ça, voilà ce que ça permet, c'est de se focaliser sur des choses différentes à différents moments. Alors, ceci dit, hein, ceci dit, cette technique peut être utilisée à différents niveaux. Elle a des avantages. D'abord de mettre fin à ce qu'on appelle les dynamiques sophistes. Hein. Ouais, c'est un préjugé qu'on a que c'est bien d'avoir raison. Mais la vérité, c'est que il n'y a qu'une seule vérité. Hein. C'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Donc personne n'a raison. Personne n'a raison. Ça n'apporte pas grand-chose de vouloir avoir raison. Euh, voilà, il y a un moment, il faut prendre des décisions et idéalement, c'est mieux de les prendre collectivement. Hein, sauf si c'est une décision individuelle, alors prenez-la individuellement. Mais voilà, hein, l'idéal, c'est de pouvoir prendre ses propres décisions. Et il y a parfois, il faut accepter de jeter les dés, hein, de se dire, ben voilà l'hypothèse qu'on va prendre. Mais globalement, personne n'a raison.
alors c'est parfois gai de proposer une hypothèse et que le groupe choisisse de suivre votre hypothèse, hein, je suis le premier à trouver ça gai, mais voilà, c'est pas, en fait, dans le fond, beh, faites une fois l'effort. Si vous avez ce biais-là, hein, de vouloir de rentrer tout le temps dans des dynamiques sophistes, tout le monde ne l'a pas, beh, faites une fois l'effort d'essayer une idée de quelqu'un d'autre auquel il tient et que vous n'aimez pas. Et vous allez voir que finalement, ça apporte autant de plaisir que de travailler ses idées à soi, hein, et ça permet voilà, de rentrer en interaction. Hein, et probablement que ça aidera l'autre personne, hein, à faire de même avec vous le jour où vous avez une idée, hein. Le fait de faire des allers-retours comme ça, c'est sympa aussi, hein. Voilà, explorer toutes les prises de position, hein, les avantages des mauvaises idées, les inconvénients des bonnes idées. Ok, ça permet de brosser un peu plus large et d'aller finalement à fond dans chacun des points pour pouvoir après rassembler et avoir une vue d'ensemble avec l'ensemble de nos connaissances. On sort bien sûr de ces habitudes négativistes, hein, parce que oui, la critique vole assez rapidement. Assez rapidement. Et donc, c'est pas mal de sortir de ça, hein. C'est aussi un préjugé qu'on a, hein, que j'ai déjà expliqué. Libère du temps pour une réflexion créative et positive. Ok, en fait, ça libère du temps pour tout, hein, et autant de temps qu'on en veut. Et on peut en faire un usage occasionnel ou culturel. Oui, il n'y a pas toutes les... Bon, il n'y a pas d'habitude dans toutes les boîtes, hein, hein, il y a des gens qui se prennent très au sérieux et donc les histoires de petits chapeaux de couleur, ils aiment pas trop. Ça peut, voilà, ça peut demander parfois un peu de tact, hein, de proposer quelque chose, mais les chapeaux de couleur, moi je trouve qu'ils sont bons pour un usage mémotechnique, hein, et puis rien vous empêche, hein, de proposer. Bon, si on essayait d'être un petit peu positif sur l'idée, hein, ça veut dire, mettons maintenant le chapeau jaune, hein, mais c'est dit de manière un peu plus business, quoi. Donc chacun, hein, vous pouvez, si vous êtes dans un environnement assez strict comme ça et serré du bonnet, essayez de trouver une petite phrase pour proposer chaque fois d'utiliser un chapeau ou l'autre pendant un certain temps. Très bien, très bien. Alors oui, processus flexible. Oui, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Un usage méthodique, beh, pas vraiment en fait, hein. Il y a pas de mode d'emploi. Il y a quelques petites choses auxquelles on doit faire attention, hein. Édouard de Bono propose 4 minutes sur chaque chapeau, mais ça, je trouve que ça dépend vraiment de la complexité du problème, hein. Ça peut être une demi-journée parfois, hein, si sur des gros problèmes complexes. 4 minutes si vous avez un petit truc, bam, 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 hein, et que vous êtes très créatif et que vous passez vite d'un point de focalisation à l'autre, hein. Voilà. Euh, oui, ça je vous ai déjà prévenu par rapport au chapeau noir, hein, vers la fin. Et c'est pas mal d'aller chercher un chapeau rouge après le noir, parce que, euh, comment dire? Oui, le chapeau noir va caler, hein, c'est une manière de critiquer, de diminuer, hein, l'énergie du groupe, hein, parce que ah, ça, il y a un problème, ça, il y a un problème. Puis il y a un moment où le poids des problèmes sur les épaules, hein, devient assez lourd. Et donc quand vous faites ça, hein, vous communiquez de votre conscient à votre inconscient en diminuant son énergie. Et donc c'est pas mal d'aller chercher le chapeau rouge après, hein, d'aller un peu voir, hein, d'écouter votre cerveau interne pour aller, hein, réveiller un petit peu, hein, lui dire ouais mais finalement toi qu'est-ce que tu penses, hein, enfin hein, il pense pas consciemment, hein, donc c'est une manière imagée de faire les choses, hein, mais ça permet de réveiller, hein, votre énergie interne, hein, et de restaurer un petit peu de volonté d'aller de l'avant, hein. Et finalement, si toutes ces critiques ont réussi comment dire, à éteindre la volonté de votre intuition, hein, votre sentiment interne, bah, peut-être que c'était pas une bonne idée. Mais en allant le réveiller, s'il y a encore une étincelle de volonté, hein, vous allez pouvoir passer, hein, rapidement sur les autres points du chapeau jaune que vous avez probablement utilisé avant, hein, et de faire l'équilibre entre les deux, hein, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal.
Voilà, on peut utiliser évidemment les chapeaux de manière individuelle, c'est à ou même en groupe, porter tous le même chapeau. Moi, j'aime bien en groupe porter tous le même chapeau au même moment parce que ça fait une espèce de d'esprit d'équipe comme ça et bam, 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 j'adore, hein, faire des propositions et voir que les autres sont contents parce qu'ils ont le même but que moi. Tandis que si on a un chapeau différent, ça va se compenser, hein, il n'empêche qu'il y a certaines personnes qui sont plus douées pour porter un chapeau qu'un autre, hein. Vous connaissez tous, hein, ne fût-ce que des critiqueurs nés dans votre entourage, hein, qui aiment bien, donner toutes les faces du problème. Voilà, et donc, bah, c'est intéressant, hein, de trouver le bon moment de donner la parole à ces gens-là aussi. Ah, et donc on peut avoir chacun un chapeau, hein, et faire tourner. Tout ça dépend aussi du temps que vous avez à votre disposition, hein. Très, très bien. Quelques exemples de séquences. Voilà, je vais pas aller dans le détail, hein, mais vous pourrez, voir ici, beh, en se focalisant sur ça et puis sur ça, beh, ça permet de faire ça. Très bien. Je vous ai mis tout en bas un processus qui correspond globalement, hein, à ce qui est présenté sur le looping créatif, hein, qui serait le bleu pour mettre en place le processus, le blanc pour, hein, faire le problème, le reformuler, s'en imprégner, le vert pour diverger, le jaune et le noir pour juger, hein, le rouge, pour, prendre sa décision quant hein, à l'idée qu'on va apprendre, hein, et le bleu pour, innover avec le conquérant. Ouais, hein, donc ça, ce serait, une manière de structurer les chapeaux de manière similaire à ce qu'on a déjà vu avant. Ça ne veut pas dire que hein, c'est la seule bonne manière de faire, hein, rappelez-vous aussi que ces processus créatifs, ils sont confrontés à un certain environnement, hein, et donc cette petite liste ici n'est pas inutile parce que, beh, ça permet de choisir les chapeaux en fonction de ce qui est en train d'arriver, de qui est autour de la table et et cetera, hein, et ça, c'est quand même relativement intéressant. Voilà, on a fini avec, ce premier cours. Bon, d'habitude, on fait des exercices de groupe. Là, il y a pas moyen, on est en ligne. Alors soyons créatifs. Voici ce que je vais vous proposer: de réfléchir individuellement, hein, et je vous ai mis toute une série d'endroits où on est plutôt, ou de moments où on est plutôt focalisé large. Sous la douche, bah oui, sous la douche, on a tendance, hein, à se relaxer, à se dire: «OK, ça c'est un moment pour moi, pour mon corps, hein, pour me nettoyer extérieurement, mais aussi intérieurement», hein, et donc on a une bonne focalisation large, hein, on a une bonne divergence à ce moment-là, hein, et comme, beh, j'espère que vous prenez une douche par jour, c'est pas mal comme endroit, hein. Si vous avez une pratique de sieste, ça c'est vraiment parfait, hein. Vous vous allongez un petit peu sur le dos, vous pensez à rien, une vingtaine de minutes, hein, et ben, avant de faire cette sieste, hein, pensez un petit peu à ce cours-ci, hein, et dites-vous, voilà, je vais faire ma sieste, mais en fond, je vais avoir ça dans la tête. Alors si vous faites pas de sieste, vous pouvez prendre le moment du réveil. Si vous prenez quelques minutes à vous réveiller, hein, et que vous n'êtes pas, speedé dès la première seconde, c'est un bon moment aussi. Sinon au coucher, hein, au moment où vous essayez de vous endormir, hein, ne prenez pas tout de suite, votre position, dans laquelle vous tombez dans les bras de Morphée, hein. Essayez d'avoir un moment de calme avec ça et à ce moment-là, il faut être un peu doué parce que hein, prenez un petit papier à côté de vous pour écrire parce que vu qu'après vous allez dormir, il faudra le lendemain matin que vous vous rappeliez des idées que vous avez eues et c'est pas toujours évident quand on le fait au coucher. Voilà, si tout ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours, aller vous promener, hein, spécialement en période de confinement. C'est cool d'aller, au parc, prendre un petit peu l'air et de voir la lumière du soleil. Et ben, c'est aussi un bon moment, hein. Le fait de marcher, hein, beh, vous allez, hein, automatiquement, le fait de marcher fait aller vos yeux de gauche à droite comme ça et augmente votre focalisation, hein. Voilà, toute autre proposition, d'un moment où vous êtes, avec une focalisation relativement large, donc avec un fonctionnement du cerveau plutôt divergent, hein, sera, parfait.
parfait pour faire cet exercice. Et ce que je vous demande, c'est de lister le plus de façons de répertorier ou de détecter des problèmes. Ok? C'est la première étape. Hein. Savoir un petit peu, hein, je vous ai remis tous les processus qu'on a vus aujourd'hui. Hein, eh ben, phase 1 d'imprégnation du problème. Hein, il s'agit ici de répertorier les problèmes. La boucle créative, problème, décrire son problème. L'explorateur, eh ben, il recherche, hein, notamment en premier lieu des problèmes. Hein, clarifier l'objectif, quel problème, excusez-moi, clarifier l'objectif, quel problème, ça marche aussi. Et le chapeau bleu, hein, utilisé en premier, il se demande de quoi s'agit-il. Eh ben c'est ça, c'est la première chose que je voudrais qu'on fasse, hein, c'est de voir quelles sont toutes les manières possibles de détecter et, dans une certaine mesure, de répertorier les problèmes. Voilà, hein, pour mes élèves, vous avez un petit feedback, hein, c'est une espèce de petit sondage où vous pouvez marquer jusqu'à 500 lettres, je crois, hein, dans Moodle, et alors ça nous permettra que je vous présente ça et puis qu'on puisse consulter ça tous ensemble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine.